Bonjour, aujourd'hui c'est J17. Je continue dans ma trilogie sur ma décision de devenir coach. Aujourd'hui on est sur le 2, c'est-à-dire que hier, aujourd'hui et demain, c'est une trilogie qui est dans le chemin du défi 30 jours. Oui, là je fais un petit focus sur tout ce cheminement pour vous expliquer ma décision d'être coach et qu'est-ce que ça veut dire d'être coach et comment on fait. Je vous invite à regarder celle d'hier pour reprendre le film. On en est au 16 mars 2017 où je dis à mon coach, coach, je veux être coach, comment on fait? Alors évidemment, tout de suite, il m'envoie chercher des informations pour trouver l'école. Et je dois dire que sur mon blog Hélène Frébourg, où j'ai raconté mon parcours professionnel depuis 2015, tout ce cheminement-là, j'ai énormément de vues sur toutes les notes qui parlent de ce sujet-là et j'ai énormément de questions chaque semaine de personnes qui cherchent une école de coach, qui se demandent comment faire, etc. Donc, scoop, je vous fais un petit teasing. Ça sera un sujet que je vais développer sur cette chaîne YouTube, dans d'autres playlists. Je vais vraiment faire le focus sur ça parce qu'aujourd'hui, l'économie de l'éducation en ligne, du coaching, etc., est en train d'exploser. Martin Latulippe en parle très, très bien. Et je vous invite à aller consulter ses vidéos. Je vous mettrai un lien en dessous. Voilà, en ce moment, on est nombreux à prendre un tournant et moi, je vais dans cette chaîne YouTube faire un focus sur ce gros sujet-là. Voilà, ça c'était le scoop du jour. Et pour revenir à mon parcours, nous sommes donc en 16 mars 2017. Le coach m'envoie chercher des informations sur les écoles. Alors, je ne vais pas vous parler des écoles pour vous dire celle-ci est mieux, celle-ci est moins bien, et patati et patala. À l'époque, j'étais donc dans une démarche où je devais choisir une école reconnue qui avait des critères super objectifs parce que derrière, à la clé, il y avait un potentiel financement, non pas de Pôle emploi, hein, bon, bref, mais Humanis qui m'accompagnait, comme je l'ai raconté hier, pouvait mettre un petit billet pour m'accompagner. Et évidemment, le coach Emmanuel Humulien m'avait bien fait comprendre qu'il fallait vraiment quelque chose de très institutionnalisé avec des critères de qualité reconnus, reconnaissables. Donc, j'ai fait ma recherche dans ce sens-là et j'ai choisi l'école qui avait parmi les plus hauts critères de label. Je ne vais pas vous raconter tous les labels parce que moi, je trouve ça, voilà. Mais en tous les cas, j'ai choisi celle qui avait parmi les plus hauts critères de labellisation, une super reconnaissance et l'accréditation avec le MCC qui est l'organisme de reconnaissance du métier au niveau européen. En France, on a le MCC qui est reconnu pour l'Europe et on a l'ICF et puis la Société française de coach qui sont les trois principaux, je ne sais pas comment on dit, syndicats, interprofessions, etc. Moi, j'avoue que je suis complètement dépassée et absolument pas intéressée par tout ce micmac. Mais à l'époque, dans mon petit tableau, il y avait le prix, il y avait comment ça se passait. Moi, aller tous les week-ends à Paris pour certaines écoles, c'était pas tenable avec ma santé. Ces histoires de labels de qualité, comment ça se passait, etc. Bon, bref, j'ai fait un choix. Je ne vous parlerai pas de mon école de coaching parce qu'il n'y a pas de bonne école. Il y en a des mauvaises, ça c'est sûr, mais il n'y a pas de bonne école. Pourquoi je dis ça? Eh bien, tout simplement parce que en fait, la bonne école, c'est celle qui vous correspond. Qui correspond au projet que vous souhaitez faire avec votre métier de coach. Si pour vous, ces histoires de labels ont du sens et de l'importance, et ça peut être le cas quand on veut être coach dans des grosses structures où les RH demandent ces tampons-là, il y a
tous ces choix-là, en fait, c'est vraiment vous, vos valeurs, et puis l'alignement avec l'orientation que vous voulez donner. Voilà, moi, c'est ça le conseil que je donne. Toutes les personnes qui m'écrivent par mail après mon blog Hélène Frébourg, je leur réponds ça. Choisissez l'école qui correspond à vos valeurs et à votre projet. Voilà ce que je dirais. Ensuite, ce que je dirais, c'est que de l'autre côté, après, avec le cheminement que j'ai fait, comme je vous ai raconté avec la Neurobusiness School, qui m'a complètement projetée sur une autre planète, et Martin Latulipe, avec lequel je suis toujours en formation, et ce, pour la nuit des temps, ça m'a ouvert des horizons complètement différents. Et je voudrais mettre le focus sur David Lefrançois. Je n'ai aucune affiliation avec lui, je le dis du fond de mon cœur. Si j'avais connu à cette époque-là David Lefrançois et son école, j'aurais choisi l'école l'INA de David Lefrançois, l'Institut des neurosciences appliquées, parce que, les neurosciences, c'est fondamental dans le coaching, et moi, ça colle avec ma problématique de maladie, par exemple. David Lefrançois est complètement hors système institutionnel, il n'a aucun label de qualité, il n'est pas dans les interprofessions, etc. Pourquoi faut aller lui demander, mais en résumé, je pense qu'il ne doit pas s'y retrouver, et pour lui, c'est une guerre de l'autre temps. Je ne suis pas loin de penser pareil, et en tous les cas, concrètement, ce que j'ai vu, moi, maintenant que je connais plusieurs coachs qui sont sortis de cette école de David Lefrançois, c'est qu'ils sont accompagnés sur la mise en place de leur projet professionnel. Il y a un vrai travail sur l'alignement du coach, quel positionnement on va faire, et dès qu'ils sortent certifiés de l'INA, ils sont opérationnels, et c'est généralement des coachs qui gagnent bien leur vie, qui sont bien installés parce qu'ils ont été bien accompagnés sur le marketing et sur la construction de leur projet. Et ça, je n'avais aucune vision de ça en 2017 quand j'ai fait mes recherches et mon choix. Et souvent, les personnes qui viennent me questionner sur le blog n'ont pas cette vision-là. Ce qui compte, c'est effectivement d'avoir une colonne vertébrale excessivement sérieuse, structurée, rigoureuse, une méthodologie, un cadre, une déontologie, et ça, merci à mon école, à mon accréditation EMCC, parce que ça, je l'ai. Par contre, sur le travail, sur le projet professionnel, sur l'alignement entre notre coaching et notre personnalité et notre cible, ça, on ne nous a pas du tout parlé de ça, et je ne vous dis pas qu'on ne nous a pas parlé du coaching en ligne, parce que mon Dieu, Vaderedros, Satanas, Epati et Patalaire, quoi. Bon, faut vivre avec son temps, quoi. Et moi, je constate que les certifiés de l'école de David Lefrançois ont une colonne vertébrale sérieuse, nourrie en plus par les neurosciences, et surtout, ils ont ce travail extrêmement construit, et puis le réseau aussi. Voilà. Donc, je ne regrette pas mon choix, je ne regrette pas mon parcours. Je suis très fière de ma certification qui est sérieuse, rigoureuse, et j'ai une formation solide. Ça, c'est indiscutable. Je suis… voilà, c'est comme ça, c'est très bien. Par contre, avec ce que je sais aujourd'hui, je choisirais l'école de David Lefrançois. Mais c'est pas grave, parce que de toute façon, j'ai bénéficié de l'enseignement de David Lefrançois dans un autre contexte. Et en fait, ça nous amène à ça. Ce qui compte pour un coach, c'est de se former en continu, c'est-à-dire d'aller piocher pour chercher des outils à mettre dans sa boîte à outils avec son cheminement personnel. Chacun, là, avec les formations, va prendre des orientations. Il y a 1000 façons d'exercer le coaching, à la fois en termes de structure, à la fois en termes de contenu du coaching. Mais ce qui compte, c'est que le coach se forme en continu, à aller chercher d'autres outils, d'autres échanges avec des pairs. Et les échanges avec les pairs, c'est aussi la supervision. C'est fondamental d'avoir un superviseur, c'est-à-dire de pouvoir discuter de ces cas de coaching avec un autre professionnel, et de pouvoir corriger, orienter, se recentrer, et apporter la meilleure valeur possible à son coaché. Ça, c'est ce qu'apporte la supervision. C'est le deuxième point. Et le troisième point fondamental qu'on oublie bien souvent, c'est le vécu. Oui,
c'est le vécu du coach. Le fait d'être coaché soi-même, le fait d'avoir fait une psychothérapie ou du travail thérapeutique pour nettoyer ses propres casseroles, c'est tout le travail personnel qu'on appelle de développement personnel, c'est-à-dire de processus de transformation, d'évolution, d'acquisition de soft skills, c'est-à-dire des compétences de savoir-être, et puis tout ce travail personnel qu'on peut faire en étant coaché soi-même, soit avec des coachings individuels, soit avec des coachings collectifs qui permettent à chaque fois, hop, on marche un bout de terrain pour atteindre un objectif. Et de coaching en coaching, voilà, ça n'a rien à voir avec le processus thérapeutique de la psychothérapie. Là, en coaching, on a un objectif et on va sur cet objectif-là. Et le coaching est clos. Après, on continue sur un autre point d'objectif et voilà. On est sur trouver des solutions. Et je pense que ce qui est très important pour un coach, c'est effectivement ces 4 points-là. Donc, je répète, 1, une formation solide et reconnue. 2, une supervision. 3, sa propre expérience du terrain. Et 4, la déontologie qui nous amène à exercer dans un certain cadre, et dans ce cadre-là, il y a le processus de formation continue pour pouvoir se nourrir et réenrichir son coaching. Alors après, il y a évidemment quelques petits détails administratifs comme l'assurance RCP, la responsabilité civile professionnelle. Je dis ça en souriant parce que quand je vois tous les coachs en ligne qui, n'ont pas de formation, n'ont pas de supervision, se forment avec des coachs qui ne sont pas eux-mêmes coachs et en plus qui n'ont pas de RCP et qui ne sont pas rattachés à aucun code de déontologie. Bon, ça me fait rire. Mais c'est vraiment pas drôle, quoi. Hein, parce que quand on voit, par exemple, des Julia de Funès qui, dans les médias, tapent à boulet rouge sur le métier de coach, dans un certain sens, elle a raison, puisque elle est effarée comme moi de voir par exemple sur Instagram des communautés entières de filles souvent qui sont des naturopathes, des professionnels de l'accompagnement divers et variés qui se disent coach et qui se forment entre elles et voilà, bon, je préfère en rigoler parce que toutes ces coachettes d'opérette mais quand même, quoi. Quelle est la déontologie, quelle est la colonne vertébrale, quel est le cadre et comment on peut… alors, il y a le syndrome de l'imposteur, je ne sais pas comment c'est l'inverse, mais voilà. Et si je dis tout ça, c'est parce que si toi, spectateur, tu es en train de regarder tout mon chemin et en tous les cas ces vidéos-là, celles d'hier, aujourd'hui et demain en particulier sur pour comment on est coach, mais pose-toi toutes ces questions-là, quoi. Après, tu fais ce que tu veux, évidemment, mais c'est ça, être coach, c'est vraiment cette structure-là. Et quand on est client, je crois qu'il faut aussi se poser des questions. Hein. On peut dépenser son argent comme on veut, mais voilà, quoi. Où on va, quoi. Bon, bref, voilà. Demain, je vous raconte la suite de comment, c'est quoi être coach et qu'est-ce qu'on en fait, etc. Voilà, à demain.